Bonjour et bienvenue dans cet épisode des podcasts du Festival Travelling 2022 réalisé par Arnaud Vasmer. Le festival de cinéma mettra à l'honneur cette année dans les salles de la métropole rennaise la ville de Prague. L'occasion de nous intéresser à ce cinéma tchèque et notamment à sa nouvelle vague, dont le nom le plus connu est sans doute celui de Miloš Forman. Mais ce n'est pas le seul, car ce cinéma a permis à plusieurs réalisateurs de se faire connaître à l'international. Pour en parler, je suis en compagnie de Jean-Gaspard Palenicek. Bonjour. Bonjour. Vous avez été le directeur artistique du Centre culturel tchèque à Paris. Vous avez co-dirigé le livre Culture tchèque des années 60, coédité par ce centre et les éditions de l'Harmattan en 2007. Vous y signez un chapitre consacré à un autre art que vous connaissez bien puisque vous écrivez de la poésie, la littérature, mais on apprend à la lecture de ce livre que le cinéma n'est pas très loin puisque le père et l'oncle de l'un des plus célèbres ambassadeurs de la culture tchèque et politique aussi, Václav Havel, ont participé très activement à l'histoire du cinéma, notamment dans les années 30. Alors, on va commencer, je vous le propose, Jean-Gaspard Palenicek, par une tentative de définition de ce qu'est ce cinéma qui est très riche, qui a une nouvelle vague, qui a un cinéma d'animation très fort. Nous en parlerons dans un autre épisode avec un autre invité, mais malgré la pluralité de ses réalisateurs, malgré la longueur de son histoire, parce que c'est un cinéma très ancien, est-ce qu'il y aurait des caractéristiques propres à ce cinéma, le remarquant, le distinguant parmi les autres cinémas, notamment ceux d'Europe centrale ? Une approche possible, c'est celle du centre et de la périphérie, peut-être, puisque la République tchèque du fait de sa place assez centrale au cœur de l'Europe et du fait d'un passé très cosmopolite, a été un espace carrefour, un espace de passage, un espace où l'on parlait longtemps, couramment, plusieurs langues, le tchèque, l'allemand, bien sûr, alors le latin si on revient plus en arrière, mais aussi le yiddish, le rom. Et cela vaut pas seulement pour le cinéma tchèque, mais c'est assez particulier dans le contexte tchèque. Alors à cette époque où le cinéma a une place de divertissement populaire, une place qui peine à s'imposer comme véritable forme d'art. Les films qu'on tourne le plus souvent sont des comédies qui reprennent des comédiens de théâtre populaires. L'autre pôle, ce sont des réalisateurs comme par exemple Gustave Machati. Je suis très heureux de pouvoir revoir certains de ces films dans le cadre du festival sur grand écran, d'une nuit à l'autre, Extase, qui est sans doute le plus connu, qui eux rêvent plutôt de se détacher de cet espace bien tchéco-tchèque ou bien local, d'entamer une carrière plus internationale. Machati, très jeune encore, après ses premières expériences de cinéma à Prague, part aux États-Unis. Il aurait même été assistant d'un film de Stroheim sur un de ses films. Il cherche à faire des coproductions, à utiliser des acteurs étrangers, et aussi, même si lui n'est pas proche ou membre des avant-gardes, il a vraiment cette ambition de faire du cinéma un art à part entière. On le voit dans les deux films programmés, dans D'une nuit à l'autre et dans Extase, où nous sommes à la fois dans des récits qui finalement se démarquent pas trop de la production générale tchèque, donc des récits qui sont des mélodrames très simples, qui tiennent à quelques phrases, mais qui sont là transcendés par une forme qui lorgne vers Eisenstein. L'aspect cinéma en tant qu'art, par opposition à cinéma en tant que pur divertissement, est central. Déjà dans les années 20-30, la critique de cinéma déplore le fait que le cinéma tchèque est trop provincial, recherche des succès commerciaux faciles auprès du public tchèque, ne vise pas à faire mieux. Et une des idées que l'on met en avant, c'est celle de renforcer la possibilité de prêt, la possibilité d'un subventionnement du côté de l'État. Aussi, mais ça existe pas seulement en Tchécoslovaquie à l'époque, ça existe partout dans le monde, l'idée d'établir des quotas, Ouais. de faire en sorte que les films importés, notamment américains, soient limités, qu'il y ait des réciprocités.
pour favoriser la présence du cinéma tchèque et encourager les cinéastes tchèques à produire des œuvres plus ambitieuses. Et cette idée, en fait, que l'État a un rôle à jouer pour soutenir une production plus artistique de films, elle apparaît donc déjà à la fin des années 20, dans les années 30, et elle trouve son aboutissement tout de suite après la Seconde Guerre mondiale, lorsque on procède à une étatisation de l'industrie du cinéma, avant même la prise de pouvoir par les communistes en 1948. Mais il faut dire que le ministère de la Culture tchèque, après la guerre, est déjà aux mains des communistes. Et la création de cette école, la fameuse école de cinéma de Prague, elle s'inscrit dans ce contexte, et dans un contexte qui est à la fois donc celui d'une ambition de créer des films qui soient des œuvres d'art à part entière, et en même temps qui est entaché, ou en tous les cas lié, au contexte historique et politique de l'après-guerre, c'est-à-dire à la division de l'Europe en deux, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest. Et il y a cette phrase fameuse qu'aurait dit Lénine, que le cinéma est le plus important des arts. Alors bien sûr, ce n'est pas du tout ça qu'il voulait dire, il parlait de propagande, ce dont il parlait sans doute sans le savoir, c'est la télévision. Mais c'est vrai qu'on a utilisé cette idée de créer une école qui soit calquée sur la fameuse école de cinéma soviétique pour produire des films, alors des films de propagande, mais voilà, ces deux aspects se relient en fait. Alors arrivent les années 60 avec la nouvelle vague. Comment est-ce qu'elle se démarque justement? Comment est-ce qu'elle naît? Comment est-ce qu'elle rompt peut-être avec cette histoire du cinéma? Peut-être faut-il revenir sur un film qui sort en 1962 qui s'appelle Le soleil dans le filet de Stéphane Huer, qui raconte la vie intérieure des personnages et leurs problèmes à communiquer. C'est un film du dedans, ce qui est assez nouveau pour ce cinéma tchèque, et un film qui va ouvrir la voie à des films racontant la vie de tous les jours et à affronter les tabous de la société. Est-ce que c'est ça qui vient marquer la rupture et qui vient marquer l'engouement de la nouvelle vague? Il y a un aspect générationnel qui joue, qui est tout à fait important, mais il n'y a pas la brisure qui, vu de l'extérieur, stylistiquement, semble très frappante, l'utilisation d'acteurs non professionnels, de tournage en extérieur, enfin tout ce qu'on associe avec les nouvelles vagues. Mais c'est vrai que les cinéastes de la nouvelle vague tchèque et slovaque, mais c'est surtout vrai pour les cinéastes tchèques, souvent font leur début en tant qu'assistants réalisateurs auprès de réalisateurs plus âgés. Passer commence comme Ivan Passer, qui est le réalisateur de ce bijou qui est Éclairage intime, et que j'invite tout le monde à revoir absolument en salle obscure. Il commence comme assistant de Wojciech Jasny sur Un jour un chat. Forman commence comme assistant de Radok sur cette coproduction franco-tchécoslovaque Grand-père automobile. Il n'y a pas de manifeste ou de déclaration contre le cinéma papa. Par contre, il y a d'une part l'élément générationnel, d'autre part le fait que le dégel politique progressif qui vient après la mort de Staline, très très progressivement, et qui en fait, même au moment du printemps de Prague en 68, n'est pas total, permet à cette jeune génération de se démarquer. Et en fait, leur grande originalité, au-delà de l'aspect stylistique, je vais y revenir, c'est d'essayer autant que possible, dans les limites du possible, de parler, de rendre à l'homme son humanité, de l'extirper de la langue de bois, de la propagande, du dogme. Donc ce ne sont souvent pas des films ouvertement contestataires, ça n'aurait tout simplement pas été possible, même si certains d'entre eux sont des allégories et ont été perçus comme tels à juste titre. Je pense à La fête et les invités, par exemple, où c'est une espèce de parabole un peu surréelle avec un dîner en plein air ou un déjeuner en plein air, et où un des convives qui ne comprennent pas très bien pourquoi ils ont été invités à cette fête à laquelle qui ne les intéresse pas plus que ça, ils sont obligés d'y participer, et un des convives décide de partir, ce qui cause le scandale et provoque une chasse à l'homme. Je pense qu'il y a des films qui vraiment ont une charge politique sans être ouvertement anticommunistes.
Parce que c'est pas ce que fait un réalisateur comme Jiri Menzel, alors qui était connu puisque Train étroitement surveillé en 66 a remporté l'Oscar du meilleur film étranger, mais c'est quelqu'un qui manie l'humour peut-être pour cacher ou pour dire autrement ce qu'il a à dire politiquement. Oui, et c'est souvent un humour qui balance entre un type d'humour tendre. Menzel est un grand amoureux de René Clair, mais du René Clair du Chapeau de paille d'Italie, on le voit dans la plupart de ses films, et d'un humour qui est un humour grinçant, kafkaïen, que l'on trouve plus du côté de Forman, Passer, Papauchek et d'autres, Niemetz, alors qui lui, là, on est vraiment dans quelque chose de kafkaïen, Juracek. Mais alors, une chose par rapport au style de cette nouvelle vague, une des particularités de la nouvelle vague tchèque, plus encore que les autres, françaises, japonaises, etc., sans doute, c'est sa grande diversité stylistique. Parce que on a mentionné Menzel avec ses films qui ont souvent une grande tendresse, amusée, provocatrice, mais voilà, une grande proximité, un grand amour de l'homme. De l'autre côté, vous avez voilà, la plus godardienne des cinéastes de la nouvelle vague, Vera Chytilova, qui commence par un court-métrage fascinant qu'on pourra voir au festival aussi. Réalisatrice qui raconte vraiment l'émancipation des femmes. Oui, oui, oui. Elle sort un de ses premiers courts-métrages, Un sac de puces, et en fait une espèce de semi-documentaire, semi-fiction dans une institution pour jeunes filles délinquantes. Qui est voilà, extrêmement crue. Alors, elle enchaîne ensuite, après quelques autres cours, avec ce film extraordinaire qui est Les Petites Marguerites, qui est un film pop art expérimental. Donc ça, c'est une autre voie complètement différente. Les films de Forman, eux, on reste dans la tonalité de la comédie, mais pour une fois, là, c'est un type d'humour qui est brutal, ironisant, qui cherche l'absurde, mais l'absurde, le dérisoire dans la vie quotidienne, dans des situations en apparence banales. Il y a d'autres cinéastes comme Shorm qui, lui, cherche, qui a des films qui sont peut-être plus... constituent presque une recherche spirituelle. Donc, en fait, c'est ça, je crois, s'il y a une chose à retenir, et c'est tout l'intérêt de revoir ces films et de revoir les moins connus de ces films, c'est d'explorer, en fait, l'énorme diversité. Et alors, ce qui est intéressant aussi pour les années 60, c'est que cette espèce d'air frais dans le cinéma tchèque et les succès que ce cinéma connaît à l'international provoquent les autres cinéastes tchèques, plus âgés ou dans d'autres genres, à faire mieux, à se dépasser, à ne pas rester à la traîne. Et y compris pour des films de genre, des films qu'on pourrait considérer comme mineurs. On verra au festival Qui veut tuer Jessie, qui est un film de Václav Orlíček, qui est un réalisateur qui, somme toute, n'est pas très intéressant, très certainement pas, on n'est pas là dans un cinéma artistique, ce serait peut-être le Gérard Houry du cinéma tchèque, mais tout à coup, il y a une espèce d'esprit d'émulation qui fait que ce film c'est en 2 mots, ce sont des personnages de BD qui, à l'aide d'une invention scientifique, sortent des pages des livres, prennent vie, se mêlent aux hommes, mais s'expriment toujours par bulles. Donc, il faut qu'ils se tournent du bon côté pour que leur texte soit lisible pour les autres. Ça crée des situations cocasses. Donc, on a tout à coup des espèces d'ovnis d'inventivité, y compris dans des genres mineurs. Avec quel héritage cette nouvelle vague? Parce que le printemps de Prague en 68 a marqué une vraie rupture politique et pour la société tchèque, avec un renfermement par la suite. Est-ce que ça a été pénalisable pour ce cinéma? Je l'ai dit, Miloš Forman a fait partie des réalisateurs qui ont choisi de partir de République tchèque, enfin Tchécoslovaquie à l'époque, mais tous n'ont pas fait ce choix-là. La période de la normalisation, les années 70-80, normalisation dans le sens de retour aux normes totalitaires, bien sûr, c'est une catastrophe, c'est un coup d'arrêt
abominable. Alors certains, en effet, choisissent l'exil. Forman est le plus connu, mais Passer le suit et de façon pas inintéressante, puisque si on connaît tous Vol au-dessus d'un nid de coucou, Amadeus, etc., Passer réalise Cutter's Way, ou des films qui ne sont pas inintéressants aux États-Unis aussi, même s'ils sont moins connus. Ils suivent, ou en tous les cas, ils prennent le même chemin que Polanski ou que Skolimowski, qui eux passent par Londres avant d'aller aux États-Unis. Et en fait, il y a un cinéma libre, un cinéma tchèque libre en exil. Et aujourd'hui, ces films-là, ou alors les réalisateurs d'aujourd'hui et les spectateurs d'aujourd'hui, comment est-ce qu'ils regardent, comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport aux films de la nouvelle vague, dans notamment une ville, Prague, qui est très abondamment utilisée par le cinéma, pas forcément pour signifier Prague, puisque beaucoup de productions internationales y viennent comme pour chercher des décors, mais est-ce qu'il reste quelque chose de la nouvelle vague, de l'esprit de la nouvelle vague qui anime les réalisateurs d'aujourd'hui? Alors, c'est difficile, de répondre de façon tout à fait voilà, oui ou non. Les années 90, après 89, après la chute du régime communiste, c'est une période d'énormes transformations, évidemment. On passe d'une cinématographie entièrement produite par l'État à une cinématographie qui est celle qu'on connaît partout ailleurs, en France. Et la transition est dure, la transition est difficile. Il y a entre autres un certain nombre d'escrocs qui essaient de s'approprier les différents studios de cinéma, de les revendre, d'y gagner. C'est une période trouble, une période lente, même si certains cinéastes réussissent à avoir et à tourner des films à succès. Je pense à Colia, qui en 96, je crois, gagne l'Oscar, ou qui tournait en 96 et qui gagne l'Oscar du meilleur film étranger, et qui est un film écrit par Zdeněk Svěrák, le scénariste de Mon cher petit village de Menzel, donc quelqu'un qui a déjà une carrière, déjà dans les années 70-80, de dramaturge, de scénariste, de comédien. Mais c'est une période vraiment difficile. Et il y a à ce moment-là, une espèce d'attente qui va renouer avec la nouvelle vague, quel sera le retour des auteurs de la nouvelle vague. Mais le contexte est tel que ces attentes sont déçues, ou en tous les cas, elles sont probablement impossibles dans ce nouveau contexte. Alors, dans les années 70-80, on en revient vraiment à un cinéma provincial, et ça se poursuit après 89. Et le gros de la production tchèque reste un peu dans ce schéma, donc des films qui cherchent à avoir un succès commercial auprès du public tchèque. À quelques exceptions près notoires, c'est vraiment bien que le festival ait décidé d'inviter Bohdan Slama, parce que je pense que c'est un des réalisateurs qui justement ont su renouer avec la nouvelle vague sans limiter. En quoi il renoue avec la nouvelle vague? Je dirais avec son humanisme, sa proximité des gens simples, des gens marginaux, et qui paraissent sans doute plus authentiques que ceux qui ont un grand succès commercial et sont les plus en vue. Peut-être un peu moins d'humour chez lui, en cela il diffère. On n'est plus dans une période où il faut utiliser ou manier l'humour comme une arme pour détourner la censure. On peut être plus direct, mais ça n'empêche pas ces films d'être tout aussi tendres et proches de ces personnages. Et Slama fait des études d'abord de technique, de construction dans les années 80, avant de pouvoir se consacrer au cinéma. Et l'autre réalisateur contemporain invité du festival, là, alors qu'il est plus jeune, Slama né à la fin des années 60, Kadrnka, lui, né à la fin des années 70, j'ai plus la date précise en tête, mais Kadrnka, lui, part en Angleterre retrouver son père qui s'est exilé, commence ses études de cinéma dans la Tchécoslovaquie libre. Il est assistant de Wojciech Jasny, le réalisateur d'Un jour un chat. Et là, pour le coup, c'est une voix, je dirais, complètement inédite, une voix bressonienne,
donc avec un cinéma de la contemplation, un cinéma qui se réfère, mais de façon non servile, à Tarkovsky, à des auteurs de cette veine-là, avec un rythme volontairement ralenti, voilà, un cinéma qui invite à l'introspection, quelque chose de tout à fait inédit, je dirais, et d'extrêmement original dans le contexte du cinéma tchèque. Et une dernière mention, mais vous en parlerez avec Xavier Kawatopor, le cinéma d'animation, qui passe un sale moment dans les années 90, parce que ce qui a pu permettre les longs métrages de Tunka, de Schwankmajer, de Zeman, c'est le financement de l'État sous le régime communiste, paradoxalement. Et les années 90 c'est un arrêt pour ce genre de projet ambitieux. Un réalisateur comme Jiří Bárta, qu'on connaît pour son film Le joueur de flûte de Hamelin, et d'autres pour ses formidables courts-métrages, il a, au début des années 90, un projet de long, une adaptation du Golem, dont un thème, on est évidemment intimement lié à Prague. On va pouvoir revoir le Golem de Wegener au festival. La créature inventée par un juif pour le protéger la communauté, et qui devient une créature qui échappe à son créateur. Voilà. Et Bárta, cela fait bientôt 25 ans qu'il essaie de trouver des financements pour un long métrage d'animation, pas pour les enfants. Mais à partir des années 2000-2010, la situation s'améliore. Encore une fois, c'est lié à une relève générationnelle, parce qu'il y a toujours eu une production de films courts, d'animation pour enfants, commandés par la télé. Mais à la FAMO, il y a de jeunes étudiants qui sont poussés à produire des films d'animation artistique ambitieux. Moi, je suis tombé amoureux de ce film d'une jeune réalisatrice tchèque avec des origines vietnamiennes. Donc ça, c'est une nouveauté pour le cosmopolitisme tchèque, lié à la proximité des régimes communistes, de la Tchécoslovaquie et du Vietnam, avec son cours Love Dad, donc qui est une lettre d'amour à son père avec lequel elle a une relation difficile. Et il y a aussi au programme du festival des films comme Alois Nebel, un film magnifique tourné en rotoscopie, très surprenant, qui a été distribué en France déjà, et aussi en avant-première Ma famille afghane de Michaela Pavlátova, qui est une des grandes figures de l'animation tchèque. Donc, qui là vraiment sont des films qui, sur une tonalité tout autre que les classiques de l'animation marionnette ou des effets spéciaux de Tunka Zeman, s'expriment de façon ambitieuse dans ce champ-là. Eh bien, le festival Travelling, ce sera du 1er au 8 février dans la métropole rennaise. Jean-Gaspard Palahniczek, vous accompagnerez certains de ces films, vous serez présent. Très impatient de le faire, oui, avec grand plaisir. Merci beaucoup en tous les cas d'avoir ouvert avec nous cette série de podcasts. Merci beaucoup pour l'invitation et à bientôt au festival. À très bientôt. Pour les renseignements pratiques, horaires, lieux, projections, je vous renvoie au site internet clairobscur.info. C'était un podcast réalisé par Arnaud Vasmer avec une musique originale de Jean-Baptiste Lebrun pour Clair Obscur, l'association qui organise le festival Travelling.